Salut toi. Je suis la revue qui te parle. Si tu ne sais pas trop comment je fonctionne, je t'invite à lancer mon numéro 0. J'y explique tout en détail. Je ne vais pas m'amuser à répéter toujours la même chose, ça deviendrait vite lassant. Me voici donc de retour pour mon premier numéro officiel, le numéro d'août 2015. Hommage à Charles Pasqua. N'oublie pas de me partager sur les réseaux sociaux, de t'intéresser aux auteurs que je vais te présenter en suivant les liens affichés pendant la lecture de leurs textes. Abonne-toi aussi à ma chaîne YouTube, un petit geste pour la planète, une grande claque dans ta tronche. Par définition, l'hommage est un don qui exprime l'admiration, la reconnaissance de quelqu'un, une marque de respect. J'ai plusieurs questions cependant. D'abord, connaissons-nous vraiment la personne à qui l'on souhaite rendre hommage? Ensuite, mais pour qui diable nous prenons-nous, pour rendre des hommages à tout bout de champ? Mais qui sommes-nous donc, nous pauvres individus lambda, pour saturer le mainstream, et les réseaux sociaux d'hommage en veux-tu en voilà? Cette marque d'attention, banalisée, n'est-elle pas vidée de son essence primale, de sa symbolique? Les rituels d'antan remplacés par 140 caractères, vite torchés, ne privent-ils pas par ailleurs l'hommage de tout son sens? Je n'évoquerai même pas les RIP, les repos en paix, pollution visuelle inutile de la décharge à ciel ouvert d'idées dans laquelle nous baignons. Parfois, il est de bon ton de rendre hommage, c'est un processus normatif social. N'oublions pas qu'il peut être clivant. Souvent l'hommage est une formalité, une corvée de laquelle il faut bien s'acquitter. In fine, on est en droit de se demander si l'hommage ne sert pas plus à mettre en valeur ceux qui le rendent, que la personne à qui il est rendu. De toute façon, vous l'avez tous compris. L'hommage de ce numéro était juste un prétexte pour recevoir de belles nouvelles. Charles Pasqua est uniquement un fil rouge. Les auteurs ayant participé à ce numéro sont talentueux, leurs contributions sont splendides. Que ceux qui chérissent l'homme au petit papier ne s'en offusquent pas. C'est de la pure littérature, de la bonne. Mesdames, messieurs, réinsuffler un peu de vie dans les morts, les élever au rang de personnages, à défaut d'hommage, c'est déjà pas si mal. Passons au sommaire. Tu peux y choisir n'importe lequel des textes proposés. Au menu, les remakes dans tous leurs états, par Deep Rital Night. À 30 ans, cet auteur aime écrire et lire des textes qui dénotent une certaine originalité, et par là j'entends un esprit de scribe vraiment fou furieux, qu'on aurait mis volontairement en quarantaine prolongée. By Masturbing, par Hugo Drilski. Inspiré d'un sketch de Dave Chappelle dont on fournira le lien. À 24 ans, auteur d'un premier roman fourreur-né, Hugo Drilski est un écrivain compulsif obsessionnel, misanthrope ouvert d'esprit, pessimiste enthousiaste, qui n'aimerait ne rien faire d'autre à part écrire. Carnet de condoléances, collage de textes courts. Par Joseph Kassem, Azou, Transparence et Jean-François Arnaud Vincent. Anomalie de Suresnes. Par Lapin de Chien. Texte facultatif écrit par mon créateur, la suite du premier volet du numéro 0. Dans la peau de Charles Pasqua. Par Valstar Karamazine. Adapté de son extraordinaire polar en plein cœur. Pan. Pas ailleurs, 10e épisode. Voilà un auteur dont je ne connais pas grand-chose, si ce n'est que son polar est monumental, et fourmillant de bonnes trouvailles tous les 10 mots. Je te donnerai un lien vers l'intégralité du texte, qu'il a posté sur le site lazone.org. Cet avant-goût ne manquera pas de t'émoustiller. Qui paiera pour Gérard? Par Dourax Merdiakov. C'est le plus grand auteur que je connaisse. Il écrit les plus beaux sonnets du monde tout en répétant que le genre est surfait. Il n'a pas d'existence autre ailleurs que sur le site littéraire lazone.org. Parfois il nous y gratifie de sublimes textes en prose, comme celui que je vais vous lire. Sur la route avec Charles Pasqua. Par les monnaies. En orbite autour du chaos, cet auteur écrit des histoires à dormir debout, parce que le monde marche sur la tête. Auteur clientéliste de la revue Squeeze, et de ses événements littéraires. Un indice. Expiation et mise à jour de la semaine sous terre. Un second texte de Deep Rital Night, ça ne se refuse pas. Prairie. Par lourde phalange. Phalangiste et ombre gourmande. La piété tétrin. Voilà aussi un auteur mystérieux, dont les seuls textes connus de moi à ce jour, se trouvent sur lazone.org. Je te laisse encore quelques secondes, le temps de faire ton choix si tu attendais la fin des descriptifs pour te décider. Sache que ce n'est pas une obligation, tu peux revenir au sommaire, quand tu le souhaites, et lancer directement le texte que je te lirai alors. À tout moment, tu peux aussi passer le texte en cours de lecture et j'entamerai le suivant. Puisque tu n'as pas choisi de texte, je décide donc de te lire le premier de la sélection. Les remakes dans tous leurs états. Par Deep Rital Night. 1. Première partie, il faut sauver le soldat Pasqua. Le soleil venait à peine de se lever, sa lumière perforant sous un mauvais pli, son crâne. Charles Pasqua cherchait encore entre les tanks enfoncés dans le sable l'aura des vaincus évanouis. Il était là, sur cette plage de Normandie, où il avait suivi son général entraînant des pieds d'abord. Ce fut donc ici qu'il eut son premier sentiment d'omelette nauséeuse avariée au fond du ventre. Encore coincé dans son bunker d'où il n'osait sortir, il avait vécu l'horreur de la guerre contre les X-Men. Avec sa mitraillette d'assaut, il avait réussi à abattre une centaine de mutants lors de leur débarquement. À présent, le champ de bataille était vide.
un éparpillement de charognes jonchait le sol, et d'ailleurs une odeur de putréfaction lui parvenait jusqu'au sein du blockhaus. Les deux armées, louées pour leur fulgurante ardeur au combat, avaient rejoint, main dans la main, soldat après soldat, le Styx. Ils s'étaient entretués en laissant Charles Pasqua au milieu de cette désolation. Ce fut ainsi, dans ce contexte, qu'un ballon d'hélium se pointa, volant au-dessus de l'océan Atlantique dans la direction de Pasqua. Plus précisément, c'était le Breitling Orbiter 3, un hybride entre la montgolfière et le ballon à gaz que les aéronautes Bertrand Maubeuge et Indiana Jones pilotaient. L'aventurier archéologue, étant à la recherche de l'herbe des X-Men, Mary Rowena cachée dans leur coffre-fort davantage connu sous le nom de Mongolienne, il projetait de faire escale sur la plage normande, sans se douter que Charles Pasqua était aux aguets, ce féroce sniper encore vivant, et surtout déterminé à tirer, si l'occasion se présentait. Descendant la nacelle jusqu'à la grève, Bertrand Maubeuge fut le premier à poser les pieds sur la terre ferme, tandis que Pasqua l'observait à travers le viseur, agenouillé sur la dalle froide, prêt à ouvrir le feu. Sans s'apercevoir du danger qui le guettait, Maubeuge se dirigea de son côté, et Pasqua contre toute attente ne rata pas sa cible, la tête de Maubeuge explosa comme une pastèque. Indiana Jones, alerté, regagna rapidement l'aéronef pour se mettre à l'abri, et décoller aussitôt pour la Nouvelle-Zélande. Deuxième partie. Allô, qui est à l'appareil? La vengeance masquée. Sa pensée vagabondait, traversant cette époque où Charles Pasqua était devenu un héros militaire, décoré de nombreuses médailles. Même de loin, il brillait comme un miroir de bordel. Cependant, son seul regret ne s'éteignait jamais, il n'avait pas eu la peau de Satine Indiana Jones, ce connard avait réussi à lui échapper. Il finissait son ballon de porte au blanc, à l'écart dans sa grande bibliothèque, parfois il laissait échapper des volutes de fumée avec son cigare de Cuba. Des pluies torrentielles tombaient silencieusement depuis des semaines, ce qui obligeait Pasqua à rester sagement dans son noir, en attendant l'arrivée des beaux jours. Assis confortablement dans un bon fauteuil anglais, il lisait Le 7e Cercle, ce roman policier d'Andrea Japp. Ainsi, il dérivait lentement dans la suavité de son cocon, la dernière goutte de Porto glissant paresseusement au fond de son gosier, lorsqu'un appel masqué se fit entendre sur son téléphone portable. Il eut l'inconséquence de répondre. Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Dites-moi votre nom, je vous donnerai le mien. Non, pas la question. C'est quoi ce bruit? C'est le popcorn qui grille. Moi, j'en mange qu'au cinéma. Ben justement j'allais regarder une cassette. Ah oui, laquelle? Ou, je sais pas encore, peut-être un film d'horreur. Vous aimez les films qui font peur? Homme. Je ne sais toujours pas votre nom. Ça vous avancerait à quoi de le connaître? J'aime bien savoir qui je regarde. Soudain le silence se mit à rire, c'était un silence qui rendait du sale. D'une noirceur d'ébène, ce rire gagna la bibliothèque où se trouvait Pasqua, puis ce fut l'extinction totale des lumières. Troisième partie. Enquête qui piétine et Jean-Marc piétiné. La police avait scellé les portes du manoir de Charles Pasqua. Un périmètre délimitait la zone d'investigation. Mais qui avait assassiné lâchement Charles Pasqua cette nuit? Personne ne le savait, aucun suspect n'était encore connu. Le vide nébuleux. Les enquêteurs piétinaient dans la semoule, sous un chapiteau dressé dans le jardin de la propriété. On s'escrimait à employer un jargon médico-légal autour du corps de la victime éventrée à coups de couteau. On croyait à tort que le meurtrier faisait partie de cette catégorie de tueurs en série, alors qu'il ne s'agissait que d'une simple et banale vengeance. Autant dire qu'on se croyait en plein film d'horreur. Les motivations qui avaient poussé le coupable à agir avaient été attribuées à Nadir Sedrati, surnommé également le dépeceur du canal. Son profil meurtrier correspondait simplement à la localisation régionale, et l'on pensait injustement qu'il n'avait pas eu le temps de balancer le corps dans le canal de la Marne, comme à son habitude. Autrement dit, l'enquête avait foiré d'avance. Les années passèrent, lorsqu'un jour funèbre, on repêchait à l'aide d'une grue la voiture d'Indiana Jones arrimée à un treuil, qui gisait au fond de ce même canal. C'était un vieux taco de collection presque entièrement dissocié de sa carrosserie. L'antiquité avait rouillé au fond de l'eau. Au début, on avait attribué sa conduite dangereuse aux excès, qu'il aimait se livrer régulièrement, notamment cet étrange cannabis dont il était fan. Ses mallettes noires dans le coffre de la bagnole en contenaient quelques kilos. Mais l'affaire Pasqua fut relancée, lorsque l'on découvrit l'arme blanche, qui avait servi au crime antérieur parmi ses affaires. Aussitôt on avait appelé d'urgence l'inspecteur Gadget. Il n'était pas de service ce jour-là, il reçut l'appel alors qu'il regardait avec son fils un spectacle de clown et de ventriloque. On lui avait annoncé la nouvelle alors que Jean-Marc, la marionnette de Jeff Panaclock, effectuait du haut de son plongeoir un saut de l'ange avant de retomber dans une bassine où un joyeux drill lui tapait sur le crâne avec une guitare en plastique. L'inspecteur Gadget et son fils n'eurent pas le temps d'assister à la fin du massacre du pauvre chimpanzé, ils partirent immédiatement. Quatrième partie. Le dernier hommage à Charles Pasqua. Sainte-Belgébeuse, cette église néogothique, qui ressemblait à l'obsession d'un architecte bien trop mégalo, recevait en sa canicule estivale la cérémonie de toutes les abominations métaphoriques. On pouvait puiser d'une inhumation, les discours élogieux en faveur de Charles Pasqua s'en donnaient à cœur joie.
Même les pires ennemis de Pasqua avaient versé leurs petites larmes hypocrites, comme sidérés par ce drame qui s'était abattu brusquement. Le prêtre imprimant le tempo, la cérémonie passait en direct à la télé. Ce fut ainsi qu'un présentateur de JT, en s'attardant un peu trop longtemps sur les mérites et les qualités de Charles Pasqua, avait endormi à lui seul tout son auditoire. Merveilleux prestidigitateur. Le convoi quitta Sainte-Belgébeuse, en direction du cimetière, alors que la mousseline blanche des azalées pleuvait abondamment. C'était beau et magique comme dans un film romantique. Au cimetière, les oraisons funèbres revenaient sans cesse sur cette période où Charles Pasqua était représenté et décrit comme l'unique sauveur de la patrie. Les politiciens nous parlaient une langue ancienne, inconnue. Leurs paroles, qui étaient bien trop hermétiques pour notre bon sens, nous berçaient. Nous étions languissants et soumis comme à l'intérieur d'une serre chaude. Sous la terre noire, le cercueil de Pasqua disparut. Spectateur désabusé, j'avais noté au passage du convoi que des casseroles avaient été accrochées au corbillard, produisant un boucan d'enfer. À mes yeux, ce fut ainsi qu'on rendit de la meilleure façon le dernier hommage à Charles Pasqua. Ma lecture de ce texte est finie. Tu as quelques secondes pour revenir au sommaire, sinon j'entamerai la lecture du texte suivant. By Masturbing, par Hugo Driesky. J'ai été retenu en otage dans un bus, une fois. Si, durant 8 longues minutes. N'allez pas croire à une prise d'otage terroriste genre État islamique ou quoi, hein. Non, c'était juste Charles Pasqua qui se masturbait. Et c'était vraiment flippant. Avant que ça arrive, je fumais ma clope dans le fond du bus qui m'emmenait à la fac. Bon, c'est vrai, c'est pas le truc le plus malin à faire. Le bus était bondé, les gens allaient au boulot, la gueule comme des pots de chambre, et moi, j'étais là mais j'avais quand même ouvert la fenêtre. Je ne faisais pas ça pour embêter ces braves gens. Je le faisais parce que je déteste fumer en marchant, et comme j'étais souvent en retard, je ne pouvais plus me permettre de traîner sur la route. À côté de moi il y avait une femme, avec les cheveux humides. En la regardant pour la première fois, un réflexe me fit plaindre son père et sa famille d'une manière générale. Elle me regardait avec son air de bulldog en colère. Monsieur. Au début, je ne répondais pas, mais ces cris risquaient d'alerter les autres usagers, plutôt dociles. Le chauffeur ne remarquait rien, mais, si la grosse me balançait, il me forcerait à descendre au prochain arrêt. Monsieur, éteignez votre cigarette, s'il vous plaît. Quoi ? L'air appartient à tout le monde, monsieur. Et puis, il fait frais. Balancez cette clope par la fenêtre et fermez-la, ou j'avertis le chauffeur. Je ne voulais ni polluer la matinée des gens, ni faire des histoires, alors j'ai éteint ma clope. Je ne suis pas ce genre de type, je tenais juste à ma dose de nicotine, mais bref pas grave, la cigarette était presque terminée, en plus. Merci, monsieur. Et puis le bus a ralenti pour embarquer les passagers de l'arrêt suivant. Charles Pasqua est rentré dedans. J'étais tout au fond du bus mais j'ai tout de suite grillé qu'il était louche. Description rapide, gros, de taille moyenne, les joues tombantes, une tête pâle, diablement antipathique et foutrement patibulaire, avec de grosses cernes autour des yeux. Il portait un vieux costard cravate. Sa bedaine dépassait de sa chemise façonnable, et sa braguette était largement ouverte. Alors voilà, moi je bouge pas et lui il avance dans le bus en s'agrippant à la rampe rouge qui longe la rangée de sièges et là, sans crier gare, il plonge sa main gauche dans sa braguette et sort son mandrin. La grosse à côté de moi s'est mise à hurler d'indignation. Elle aurait mieux fait de rester couchée ce matin, j'ai pensé, celle-là. Imperturbable, Charles Pasqua commence à s'astiquer frénétiquement, sans gêne, en poussant des petits gémissements procurés par toute la volupté que peut occasionner ce genre de plaisir exhibitionniste. Franchement, j'étais furieux. Il était là, des enfants étaient également présents, et personne n'osait rien dire. Même ma grosse fille voisine ne la ramenait plus. Bouche ouverte, yeux écarquillés, elle répétait stupidement « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu ». Ça ne pouvait plus durer. Il fallait que je porte mes couilles. Il fallait que je prouve à cette poufiasse que je n'étais pas qu'un pollueur. Surtout qu'entre-temps, Charles Pasqua est venu s'asseoir entre nous deux, tranquillement. Il continuait à besogner sa poutre, large comme ma cuisse, me menaçait, j'avais trop peur de me prendre une giclée dans l'œil. Arrête mec, tu me fais mal au coude. Arrête, s'il te plaît. J'ai rien dit d'autre, je ne voulais pas trop parler. Un mec qui s'en tape une dans le bus, c'est qu'il a vraiment un gros problème. Il puait l'alcool, en plus. Alors, j'ai fait en sorte de ne pas le bousculer, de ne pas l'effrayer. Mon héroïsme risquait de se retourner contre moi à tout moment. Sauf que ma piètre réaction n'a laissé personne de marbre. Pour éveiller la conscience des gens, il fallait un maître à penser. Et c'était moi. Il a raison. A dit le mec au bleu de travail, pour m'épauler. Arrêtez, monsieur Pasqua. Rangez-moi ce pénis. C'est inadmissible. Ajouta une vieille dame. Un brave homme tel que vous, voyons. Oui, je ne veux plus voir cette horreur. Ajouta ma voisine. Et forcément, il s'est passé ce qu'il devait se passer. Charles Pasqua a pété un câble. Il s'est levé. Je balisais à mort. Et il s'est mis à arpenter le couloir entre les deux rangées polissant de plus en plus vigoureusement.
Il est revenu se placer juste devant moi. La froideur administrative qui coulait dans ses yeux me terrorisait. Fermez tous vos gueules. Je vais bientôt gicler. J'avais juste voulu être gentil, ne pas porter de jugement, laisser cet élu de la République à sa solitude, mais les autres ont complètement perdu leur sang-froid et ils m'ont contaminé. J'étais pas loin de perdre les pédales. Quand il s'est retourné vers moi, impénétrable, ma vie a défilé devant mes yeux. Je me suis levé sans le frôler, et j'ai gueulé d'un ton fébrile, « Calmez-vous, ou il va me gicler dessus. Restons calmes, faisons ce qu'il nous dit de faire, et il nous laissera tranquilles. » Sur ce, les gens se taisent, ma voisine tremble fortement, elle ne doit pas se faire arroser souvent. Charles Pasqua continue son ménage, et balaie chacun des passagers, en souriant, l'air victorieux. Il apprécie ce moment. Voilà, c'est mieux, continuez comme ça. Sa cadence vers croissante, sa queue va s'enflammer s'il continue à cette allure. Et il prend son pied, l'enfoiré. Ouais, c'est beaucoup mieux. Et il recommence à aller et venir en fixant les gens qui, comme moi, attendent l'escale suivante avec une certaine impatience. Il s'approche de ma voisine et lui demande de palper ses nichons. Pétrifiée, elle bégaye. Moi? Il valide. Oh mon Dieu. Elle esquisse un signe de croix et obéit à l'ordre de Charles Pasqua. Pour elle, pour son prochain, pour la France. L'ancien ministre se branle comme un malade, son blanc prend une teinte violacée. Je ne sais même pas si elle résistera à ses assauts. Les minutes passent comme des siècles, le bus n'a toujours pas atteint le prochain arrêt. Au loin, je vois le chauffeur qui passe un coup de fil à la police. Il se fait griller. Oh, le chauffeur. Rentre-toi un doigt dans le cul. Le chauffeur hésite, il n'a pas l'air de prendre tout ça au sérieux. Sans doute à cause de l'accent du Sud. Au summum d'une rage lubrique, qui semble ne jamais décroître, il réitère sa demande. Maintenant. Le chauffeur comprend qu'il n'a pas le choix. Il s'arrête au beau milieu de sa file réservée, se lève, baisse son pantalon et enfonce son index dans un cri de douleur virile. Toi, le gamin. Ordonne Charles Pasqua. Rentre-lui ton parapluie dans le derrière. Le gosse, qui ne doit pas avoir 9 piges, ne sait pas quoi faire, il a peur, il pleure, je ne suis même pas sûr qu'il ait compris ce que lui demandait l'homme politique. Heureusement, le chauffeur a le sens du sacrifice. Vas-y gamin, enfonce-le d'un coup sec, n'aie pas peur. Bientôt, tout sera fini, je te le promets. Allez, vas-y. Mais, monsieur. Vas-y. Hurle Pasqua. Du sang s'écoule de l'orifice profané. Ma voisine gerbe dans son sac Carrefour, cependant que le pervers continue son mouvement. Son avant-bras ne cesse d'aller et venir, Serralrook se montre de plus en plus saccadé, il va jouir bientôt, c'est sûr. Mais alors que je me croyais déjà sauvé, il se retourne vers moi et s'avance, tout doucement, son marteau-piqueur pointé sur mes poires. C'était chaud. Le piteux-foume de ma courte existence, repris là où je l'avais stoppé tout à l'heure. C'était d'un chiant. Charles Pasqua a tout lâché. Prends ça. Heureusement que le type en bleu de travail m'a sauvé. Il s'est levé en gueulant, puis chargeons-le. Et il a chargé. Ils y sont tous allés, comme dans un film. Quelle solidarité. Un épais filament s'est dilaté dans l'air, j'ai tout vu en slow motion. J'ai esquivé, à la Matrix, au plus grand des calmes. C'est pas passé loin. Par contre, ma voisine n'a pas été assez rapide. C'était dégueulasse. Ça ne l'a pas tué, mais je suis sûr que ça lui a niqué la journée. Vous n'aurez pas une journée normale, si Charles Pasqua vient vous gicler au visage à 8h du matin, sur la route de votre boulot de mort. C'est même sûr que c'est mort pour le reste de la journée. Elle était paniquée, complètement morte de trouille. Elle hurlait. Ça sentait mauvais, ça la brûlait. La pauvre. Même Pasqua l'a prise en pitié. Il est resté planté ainsi un instant, poutre en main, contemplant sa victime. Et puis il a subitement repris ses esprits, et il a remonté sa braguette, il avait l'air confus. Enfin, les portes s'ouvrirent. La plupart des gens se bousculèrent pour sortir. Moi j'étais assis, j'observais monsieur Pasqua qui, il a un taxi, toujours aussi désorienté. Une bosse se dessinait dans son pantalon. Il s'engouffra dans le véhicule et fila vers le boulevard Charles de Gaulle. Ma lecture de ce texte est finie. Tu as quelques secondes pour revenir au sommaire, sinon j'entamerai la lecture du texte suivant. Carnet de condoléances, l'âge de texte court. Oraison acharnée, par Joseph Cassem. Quand j'étais moins vieux, voire plus petit ou un peu moins sénile. Tout ça, c'était faire de classement. Dès que Pasqua était nommé ministre, la milice nationale se déchaînait. Ça durait 3 à 6 mois, et puis l'enthousiasme policier pour Marilyn Fachaud s'estompait. L'étrangeté veut que la plupart ne se rappellent que des morts, tels qu'Oussekine. L'autre versant de l'histoire, celle qui se tait et se croit médiocre, se rappelle pourtant. Elle se rappelle les ratonnades, les cagoules que passaient les flics une fois le service fini. Ma fraction de l'histoire se rappelle les applaudissements des pauvres pavillonnaires, quand par dizaines, les têtes cassées et les fracturées, se faisaient évacuer vers les urgences par ceux-là même qui les avaient massacrés. À toi mon radiateur du Val d'Oise. À toi mes menottes entre tes jambes. À toi mon radiateur du Val d'Oise. À nous les baves dans la gueule, le tonfa dans les côtes. Reste une haine, imprescriptible, qui n'est ni une idée, ni une posture.
Reste cette haine, qui aiguise ses mâchoires, jour après jour, nuit après nuit. Il reste cette écume d'homme puant la sueur, la pisse, la merde. Il reste ce cauchemar ambulant anthropophage, qui casse des dents entre deux sourires, entre deux courbettes, entre deux textes. Il se passe quoi, par raison? Charles Pasqua est mort. Et alors, tout de même, c'est un pan de l'histoire de la France qui s'en va, estampillé dès sa naissance gaulliste. Il en devint un pur et dur défenseur, en rejoignant la résistance, pour vivre dans la clandestinité, et fuir la déportation, sous le pseudo Prairie. Amoureux de la France, le grand Pasqua se contenta d'être le second, même mieux que son père. Il devint principal défenseur de sa mère patrie. Grognard, grande gueule, à la réputation sulfureuse, et aux multiples démêlés judiciaires. Il n'hésitait pas à dégainer son réseau. À chaque crise intestine, c'est ainsi qu'à la place Beauvau, il lancera cette phrase choc. Il faut terroriser les terroristes, qui résonnera encore aujourd'hui. À 88 ans, la tombe s'en est allée, sans lâcher un seul mot de plus. Sans titre, par transparence. Il est seul, la tête dans ses paumes, écoutant la chaleur du fond de ses neurones. Il est ainsi penchant sur le bord de ses rives, celle d'un monde, là, qui tourne ici, si bas, et le bas ne sert plus que de réveil matin. Il a pensé si haut, que sa dépressurise, dans les cales d'un corps charnu, manu et sans chemise, sans devise, ça flotte du cerveau, du haut de sa falaise, et voilà qu'il se brûle, un matin sans sommeil, et voilà qu'il devient un fait, d'hiver de plus, Charles Pasqua. Les mains de Pasqua. Détournement des mains d'Elsa, de Louis Aragon. Par Jean-François Arnaud Vincent. Libère tes mains pour l'inquiétude. Libère tes mains dont tu as tant reçu, dont tu as tant souffert dans la solitude. Libère-les de la loi que tu crois sauver, lorsque tu les sors de ton propre sac. De paume et de peur de battre des mois. Lorsque tu te prends les doigts dans le bac, à Pastaga qui fuit de partout pour les rois. Sauras-tu jamais ce que les glaçons renversent? Pastis bouleversé envahi. Verras-tu jamais ce que le jaune confesse? Ceux qui t'ont trahi quand tu tressaillis, ceux qui ont dit dans un soupçon langage, parlez comme un muet, chante aux animaux, sans bouche et sans yeux, miroir sans image. Cette politique qui n'a pas de mots. Sauras-tu jamais ce que les doigts mangent? D'une proie entre eux un instant perdu. Sauras-tu jamais ce que corse silence? Un politique aura connu d'absolu. Donne-leur tes mains que l'esprit s'y déforme. Si taise le monde d'au moins un moment. Donne-leur tes mains que l'Europe y dorme, et que la France y dorme éternellement. Ma lecture de ce texte est finie. Tu as quelques secondes pour revenir au sommaire, sinon j'entamerai la lecture du texte suivant. Anomalie. De Suresnes, par Lapin de Chien. Saloperie de Gottener-Poller. Je m'étais pourtant juré de ne jamais l'utiliser, mais là, j'étais dans une impasse, piégé comme un rat dans un navet qui coule, le navire s'abordait de doute de mon inspiration malade. Je vais me reprendre et ça ne se reproduira plus. Au vu de toutes les emmerdes qui me sont retombées sur le coin de la gueule, il vaudrait sûrement pas que ça se reproduise. Moi, Frédéric Béguebédé, grillé dans le monde de la littérature, blacklisté et obligé de tout redémarrer à zéro, dans cette agence publicitaire à la con? Ok, soyons pragmatiques. C'est la réalité, il me faut un job alimentaire pour survivre. Je ne tarderai pas à refaire surface de toute manière. Ce n'était pas une raison pour sortir le grand jeu tout de suite, comme un putain d'éjaculateur précoce du bulbe. Saloperie de brainstorming imposée pour cette nouvelle campagne pour la moutarde. Saloperie de Gottener-Poller. Saloperie de Mexique. Et surtout, salope de responsable de compte client, qui a trouvé ma proposition de slogan brillantissime. Votre réputation n'est pas usurpée, Frédéric. Qu'elle m'a balancé dans la tronche après pratiquement m'avoir violé devant mes collègues. Je peux vous appeler Frédéric? Enfin, je te propose qu'on se tutoie. Je peux te tutoyer, Frédéric? Tes talents sont multiples et tu en as sûrement d'autres, nombreux, humides, cachés et turgescents, dans ton slip probablement et, enfin, je te propose qu'on se revoie ce soir. Me revoir ce soir, madame, mais vous ne trouvez pas que vous abusez un peu de votre position hiérarchique pour... Ne vous faites pas d'idées, monsieur Béguebédé, ce sera pour une réunion de travail, ce soir au duplex. Oh mais c'est une boîte de nuit, ça. Arrêtez tout de suite ces agissements douteux. Vous venez de nous démontrer que vous aviez d'exceptionnelles prédispositions intellectuelles. Oui effectivement, et je sens venir les plans foireux quand ils se présentaient. Rien du tout. Vous viendrez et ne serez pas en retard. Vous repartez avec des devoirs à la maison, et ce soir on rencontre un client noctambule duplex à 1h20 dans le carré VIP. Ah, et au fait, vous tenez la cocaïne, cher Frédéric, n'est-ce pas? J'avais remporté le gros lot, touché le pompon. Des devoirs à la maison. Pourquoi faut-il toujours que je me fasse remarquer? Sortir du rang, voilà ce que ça vous rapporte, des emmerdes, des homeworks, des heures d'astreinte avec des Plout Night Clubbers. Revenir avec des idées de slogan pour une campagne électorale de Charles Pasqua? Mais c'est exactement le genre de truc qui ne s'improvise pas au dernier moment. On a une opportunité avec une fenêtre de tir super courte, monsieur Béguebédé. M'avait rétorqué la matrone. Je ne vais pas vous apprendre le métier.
et apporter un antidote au GHB, on ne sait jamais. Me voici dans le bus qui fait la navette entre l'agence et le devant de mon chez-moi. Je suis pensif et bien préoccupé. Le problème quand j'utilise le Gotaner Power, c'est que j'ai beau y mettre toute la bonne volonté du monde, j'ai beau me dire que jamais plus je ne recommencerai, non seulement, je replonge toujours, mais en plus un trouble obsessionnel compulsif s'installe en moi pendant 24 heures au moins, ça devient très envahissant dans ma tronche, ce n'est pas anodin d'utiliser cette astuce qui fait mouche à coup sûr. Mon organisme mute, mon hypophyse sécrète à profusion, un neurotransmetteur gotanérique qui sature mes synapses. Je n'ai pas trouvé de remède contre ça et quand je plonge et l'apnée intellectuelle, qui s'ensuit est de plus en plus longue. Le temps qu'il faut à mon organisme pour métaboliser puis éliminer l'agent pathogène est de plus en plus long. J'ai peur qu'un jour, je ne puisse plus faire machine arrière, que l'apnée soit fatale, ou que ne s'installe une sorte de filtre psychotrope, permanent sur la réalité. Saloperie de Gotaner Power. Je suis en ce moment avec cette pute de drogue, que je sécrète quand je me sens acculé, dans l'obligation de pondre de l'idée au kilomètre, c'est un réflexe survivaliste probablement et enfin bon. Charles Pasqua. Ok. Un slogan pour une campagne électorale. Ok. Je prends mon smartphone et me connecte au web en 4G, direction Google, direction Wikipédia, l'affiche de Charles Pasqua. Charles Pasqua, né le 18 avril 1927 à Grasse, Alpes-Maritimes, et mort le 29 juin 2015 à Suresnes, Hauts-de-Seine, est un homme politique français. Bah, tiens c'est cocasse, un homme politique mort qui part en campagne électorale. Pourquoi pas? On vit vraiment dans un monde de fous furieux. Ce doit être une franchise, un clone ou un hologramme. Après tout, on s'en bat le mambo du tcha-tcha-tcha. Oh putain même à gueule, quoi. C'est là, présent, en moi, je le savais ça peut exploser à tout moment. Me calmer. Je dois raison garder. Zen, je poursuis. Résistant à l'âge de 15 ans, il cofonde ensuite le service d'action civique, une association controversée au service du général de Gaulle. En 1968, il s'installe politiquement dans les Hauts-de-Seine, dont il devient député puis sénateur et président du Conseil général. Je glousse, je caquette, je baffe puis lâche dans un long souffle. On se laisse tous, d'être honnête. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est si bon d'être pas net. Oh mon Dieu, ça se manifeste là dans les transports en commun. Je dois reprendre le contrôle, sinon une catastrophe de type Fukushima peut survenir. Ce serait un putain de carnage. On me prendrait probablement pour un mass murderer et on réintroduirait la guillotine dans l'arsenal juridique juste pour moi. Oh, ça c'est sûr. Il n'attend tout ce que ça. Une bonne raison pour me zigouiller. C'est pas bon d'être honnête. Dedans y a de la bonne fraîche. Warg. Ah mais non. Amen, oh manon mazargar gogo oh manon d'une pute en bois du banga, y a des fruits, y a de l'eau, tout ce qu'il faut même à gueule pute. Chut. Faire le vide. Tous les gens du bus se tournent vers moi, terrorisés. J'aimerais tant pouvoir attendre d'être chez moi pour poursuivre ma réflexion, mais c'est juste super short au niveau du timing. Je suis obligé de poursuivre mes lectures wikipédiesques. Participant à la fondation du RPR, il est alors un conseiller influent de Jacques Chirac. J'ai des spasmes mais au lieu d'éclater de rire par entrecoupement scandé, c'est un hybride de réclame qui s'échappe par la bouche du plus profond de mon être. Je sais pas ce qu'il y a. Je manque pas d'air. RPR. Je suis tout pétrac. Je vote Jacques Chirac. Rac. Il faut éliminer. Ennemi, éliminé. Du Chirac, du pipeau. Ennemi, éliminé. Chirac et con rétro. Ennemi, éliminé. Croire Chirac, magouillé. Ennemi, éliminé. Ennemi, éliminé. Chirac vous aide à retrouver la rétrocommission qui est en vous. Ennemi, éliminé. Bordel de naine. Mais c'était quoi ce putain d'objet publicitaire non identifié? Il faut que je me dirige vers le conducteur du bus pour lui demander de s'arrêter immédiatement. On doit me conduire aux urgences. C'est pas possible, je vais probablement faire un AVC. AVC. Canard WC. C. Assez de canard, connard, au petit coin. Warg. Oh mais non. Le bus est bondé et en plus il fait du surplace en 16 heures de pointe sur Paname. J'arrive même pas à atteindre le bouton pour demander qu'il stoppe au prochain arrêt. Charles Pasqua s'éloigne ensuite de Jacques Chirac. Il est ministre de l'Intérieur lors des 2 premiers gouvernements de cohabitation. Je suffoque dans une longue crise d'épilepsie, et je tombe sur le sol du bus bondé, sans que personne ne me vienne en aide comme il se doit. Par contre, je serre très fort mon portable dans ma main tout en chantant. Coup de pouce. Le paquet. Aux affaires, l'intérieur et au boulet. Le paquet. Le coup de pouce, y a rien à faire, c'est déjà prêt. Le paquet, on lui c'est le paquet qui nous fait le coup de pouce. Le bon coup de pouce qui nous plaît.
Le paquet, c'est comme une fête qui se mange entre amis. Je continue pourtant à lire en mode zombie tout en effectuant des rotations de type breakdance, idoine me semble-t-il. Des gens me demandent si je suis un artiste roumain, d'autres me lancent des pièces. Son activité ministérielle est marquée par la répression des manifestations contre le projet de loi de Vaquet, ses actions contre le terrorisme, et les lois Pasqua-Debré sur l'immigration, et la nationalité française. J'enchaîne sur l'exposé joyeux d'une fulgurance aléatoire, qui traverse mon esprit torturé. Définitif. Tu être corrompu beaucoup. Définitif. Ton financement pour moi être occulte. Définitif. Les caisses du parti en flou. Quand tu être pourri dans ton culte. Définitif. Souverainiste, il milite pour le non-référendum de 1992 sur le traité de Maastricht, et crée ensuite le Rassemblement pour la France, qui arrive en deuxième position aux élections européennes de 1999. Après avoir été député européen, il revient au Sénat, où il siège de 2004 à 2011 en tant qu'apparenté au groupe UMP. Cette fois, je suis Belle Deschamps, déconnectée de la réalité du décalcolo de la Montelosto. Alors je fais du pole dancing sur la barre du bus en enchaînant les trucs qui n'ont de sens que dans ma tête. S'il n'y a pas d'affaire dans Pasqua, alors qu'est-ce qu'il y a? Dans Pasqua, il y a le magot. Juste ce qu'il faut. Dans Pasqua, il y a le réseau. Oui mais pas trop. Il y a le magot. Il y a le réseau. Il y a le magot, juste ce qu'il faut. Il y a le réseau, mais pas trop. On peut le croire Gaga. Gaga, Daddy Pasqua. Pasqua, c'est ricotta. On n'y croit toujours pas. C'est froid. C'est tout cuit. C'est Pasqua. Le conducteur a ouvert les portes du bus, et tous les usagers se sont enfuis en se piétinant les uns les autres. L'engin est vide. Je peux le danser comme un foufou tout nu à présent, alors que deux gendarmes à vélo se sont engouffrés par les deux portières ouvertes du véhicule. Je tente de communiquer avec ces êtres étranges, qui ne semblent pas me comprendre et s'approchent lentement. Pourtant je leur explique qu'on est dans le même camp, que je bosse pour leur ancien grand patron Charles Pasqua, que je cherche un slogan pour sa future campagne électorale, mais ils ne veulent pas me croire. Alors dans un long chant du cygne, comme ils se ruent sur moi pour m'arracher à ma barre de bus et me menotter, je tente une dernière improvisation. Go 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 butaner, post-combustion, post-ébombe le buste, serre le fion, go 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 butaner, post-production, fusion, Goku, Akhenaton, Massilia, pastis, tout ça. Même pas peur de la complexité de la complicité, cité, et du recel, celle du sel, d'abus, de biens sociaux, mésosiaux, réseaux sociaux, de la prison avec sursis, si, je t'assure, si, saucisse, Sicile impératrice, tu pisses de mon zizi, fausse qu'il faut, faux, financement illégal, de campagne, je campe, décampe et mets un panier, je mets un panier, la main au panier, compagne, et abus de confiance de con, corruption passif excessive, passif excessif, pas de quoi, passe quoi, par une personne dépositaire, dépôt, se taire, dépôt divin sous terre, cimetière, de l'autorité publique, le loto hérite la pub, mon pubis laïque, corruption et trafic d'influence, lance, flabitulence, flatulence, amende exemplaire, les juges, de dos, faussaire, coucouche panier, inéligibilité sauf si immunité, légion d'honneur de leçon. Et puis quoi faire si la justice est moins aveugle qu'autiste, l'artiste? Spécial dédicace à Robert Boulin et Malikou Sekine. Mémo des boules sur mon Moleskine, hommage pour toi, dommage pour eux, ils ne méritent vraiment pas cette grosse bouse. Ce soir-là, j'ai loupé mon rendez-vous professionnel. Je me suis réveillé avec un gros mal de crâne en pleine salle de dégrisement au petit matin. Cette petite mésaventure m'a au moins fait prendre conscience d'une chose essentielle. Je suis Richard Gottener, le seul unique, et l'autre usurpateur va morfler sévère. Il n'y a de place que pour un seul Richard Gottener en ce bel monde. Ma lecture de ce texte est finie. Tu as quelques secondes pour revenir au sommaire, sinon j'entamerai la lecture du texte suivant. Dans la peau de Charles Pasqua, tiré dans plein cœur, pan, pas ailleurs. 10e épisode. Par Valstar Karamazine. Charles Pasqua était le genre d'immonde salopard capable de violer une femme au beau milieu de son accouchement. Il était dur, sec, et froid. Une arme redoutable, sans remords, sans limite. Il plaça dans la paume de sa main droite une pilule blanche, et de chaque côté, à équidistance, 2 gélules vertes identiques. Il les regarda, satisfait, et les avala sans eau. Ce traitement, devenu un rituel répété 3 fois par jour depuis plus de 15 ans, lui avait été prescrit par un médecin militaire, alors qu'il était encore légionnaire. Il l'aidait à surmonter sa fêlure, son obsession de la symétrie. Sans lui, il croupira sans nul doute à l'asile de Cadillac, entre fous dangereux, au lieu d'occuper un poste de cadre, sur le terrain, à bord de son camion, au sein de la Lastkraftwagen Traviati.
Quand il rechutait, ce qui était extrêmement rare, le monde, pour lui, se divisait alors en deux camps, de part et d'autre d'un axe qu'il incarnait, tel un veilleur de Fontenelle, avec d'un côté la symétrie où régnait le mal, et de l'autre la symétrie où le bien pouvait prospérer. La dernière fois qu'il avait succombé, il avait dû rectifier le nez de Traviole d'un simili-boxeur en le tranchant sèchement au rasoir. Mais tant qu'il prenait son traitement à heures régulières, il n'y avait pas de raison qu'il s'entraîne à quiconque en une démente compulsion, une subite crise de nerfs au nerf de bœuf, voire pire. Une curieuse conséquence cependant, découlait de toute cette chimie avalée 3 fois par jour. Désormais Charles Pasqua ne s'exprimait, le plus clair de son temps, que par alexandrin, vulgaire et laconique. Et toutes ces phrases, invariablement, commençaient par l'adverbe alors. C'est ainsi qu'après avoir fait le plein du camion, au moment de payer Charles Pasqua, la bimbo allait à la machine, qui prenait tout son temps à l'une des caisses de la station-service, il lui décocha un « Alors pétasse, on s'imagine à Caracas » et s'éloigna imperturbable jusqu'à son véhicule. Sur le parking, il salua les deux routiers bulgares, de Charles Pasqua, qui admiraient son semi-remorque en connaisseur. Un camion atypique, tout comme lui. Son Western Star noir, parfaitement équilibré. Il détenait au milieu de toute cette laideur. Il se réfugia bien vite dans l'harmonie de la cabine. Tout y était si ordonné, à sa place. Ici, il se sentait en sécurité, protégé, à l'abri du chaos environnant. Il surprit le reflet de son visage émacié, s'y attarda un peu, puis alluma le réseau de communication interne. Ce matin plusieurs appels avaient été lancés à tous les camions du secteur nord, demandant de signaler la présence et la position exacte d'un individu suspect voyageant probablement en stop. Il portait un bonnet rouge, un long manteau noir, et trimbalait une mallette patinée de cuir noir à bande verticale rose. Chaque agent le croisant sur sa route, était invité à contacter son superviseur de toute urgence. Il écouta, le vol du bourdon, rien, pas de nouveaux messages prioritaires. Par contre, il s'aperçut que Charles Pasqua en personne, son vieux pote, le Big Boss, avait tenté de le joindre. Il le connaissait de longue date. Ils s'étaient rencontrés à l'armée, liés d'amitié durant d'éprouvantes manœuvres dans les Alpes. Quand il avait quitté la Légion, Charles Pasqua l'avait embauché, comme routier polyvalent dans une de ses entreprises, puis comme homme à tout faire, sur tous les villes besognes, de celles à laisser du sang sous les ongles. Il avait toujours obtempéré, pas de problème, reconnaissant et fidèle. Charles Pasqua était l'un des rares à pouvoir mettre un visage sur leur grand patron, tant l'organisation était cloisonnée, opaque. Beaucoup n'imaginaient pas un instant pouvoir travailler pour une sorte de mafia, une mafia de routiers et d'agents de sécurité, une belle toile d'araignée. Ils utilisaient habilement une infrastructure des plus légales pour encadrer et perpétrer d'infâmes trafics. Sacré micmac. Le message laissé par Charles Pasqua évoquait l'opération d'ératisation. Il lui demandait de réceptionner les colis, jeudi à 10h30 à l'Eldorado, puis de rouler et voir venir. Il lui faisait confiance. La Stravia. Il songea qu'il dînerait bien d'une Francfort, avec des frites. 18 frites. Pas plus, pas moins. L'âge légal. Le soir, tandis qu'il rêvassait de son enfrittement proche, en marchant vers le grill illuminé, et priant pour que la bouffe ne soit pas aussi lourde que leur décoration de Noël, il s'arrêta face à un hérisson blotti dans l'herbe, se pencha en avant et murmura malgré lui. Alors mon hérisson, on se frotte le saucisson. Il faudrait vraiment qu'un jour il puisse arrêter ce traitement. Ils avaient étendu la chaude couverture à carreaux à même le sol enneigé, quelque part dans une forêt du Spreewald, dans le land de Brandenbourg, là-haut sur la carte, en Allemagne. Un carré parfait, pourtant déplié fébrilement, un périmètre qui jurait dans la nature, au milieu des zones, pressés qu'ils étaient par l'appel du sexe dur. Pas loin, les deux semi-remorques étaient garés côte à côte. Et à 50 pas, sur la couverture, l'un des chauffeurs encula l'autre. Leur naseau fumant. 10 minutes plus tôt, le teuton était arrivé tout doucement, par derrière, tandis que Charles Pasqua, ça ne s'invente pas, se débraguettait devant l'urinoir. Il sentit l'autre dans son dos, qui lui avoua à l'oreille, collé tout près, du bist spezial. La façon dont il le lui susurra l'excita beaucoup. Il se retourna, sortit son fier outil Bambara, son chaltebel, devant l'appétissant grand blond. Toute trique tenante, le teuton le têta. Et comme Charles Pasqua aimait prendre ses aises, et aimait par-dessus tout se faire surprendre par des yeux incrédules, en pleine action, les fesses à l'air, ils filèrent à l'extérieur, et se retrouvèrent sur la couverture. Ils se débattaient dans la fumée du désir de leur corps. Le lutteur noir coulissait dans le boyau du petit blanc, bien enserré où il fallait. Ils n'avaient gardé que leur pull et leurs chaussures. Sous celui de Charles Pasqua remuait, autour de son cou, son collier à dents de requin et ses gris-gris aphrodisiaques. Puis, Charles Pasqua se retira. Il s'agenouilla encore près de la tête du teuton, et lui enfourna l'esquimau encore chaud dans la bouche, en continuant à le flatter de la main gauche. Un rayon de soleil barrait sa cuisse frémissante. Il se laissa ensuite couler le long du corps de son partenaire, tout en continuant à se faire sucer, lui attrapa une fesse qu'il claqua rouge, le ramena à lui, ses lèvres trouvèrent son braquemar, et ainsi, ils jouirent ensemble. Ouais, Charles Pasqua aimait bien pilonner les petits pédés. Il n'était pas hétérosexuel, pas homosexuel, ni bisexuel, pas même pansexuel. Il était sexuel.
Il aimait baiser. Un irrépressible besoin le poussait à copuler, plusieurs fois par jour. Mais jamais dans les mains. Il lui fallait toujours quelqu'un, ou quelque chose. La masturbation, c'était pas du jeu. Il utilisait donc le tout venant pour se satisfaire, un être vivant ou pas, un objet, un trou dans le mur, dans le sol, une machine, un quartier de viande, une carcasse à son crochet, une boîte de bolino bolognaise encore fumante. Mais en fin de compte, ce que recherchait le narcisse noir à travers tous ces orifices qu'il sondait, c'était lui-même. Il essayait sans cesse de jouir de lui-même dans un simulacre d'étreinte. Il était le spectateur de choix de ses propres ébats. Il enfila son pantalon de cuir à la va-vite, poussé au cul par les frimas. Et celui-ci siffla soudain, un pipeau de robot, la musique du générique de Goldorak à travers ce coin de forêt enneigé. Il fit coulisser son téléphone. Il dit oui, bien, c'est enregistré, la Stravia. Il regagna l'habitacle de son Peterbilt 379 rouge Bismarck. On venait de lui confier en haut lieu le soin d'aller surveiller les allées et venues d'une certaine Charles Pasqua, dans le quartier de Friedrichshain à Berlin. Il devait aussi pister l'arrivée d'un homme, dont on lui fournira la description précise via le réseau interne, ainsi que la localisation GPS de l'immeuble de la fille. C'était très important, quand l'homme se pointera, il devra joindre un numéro spécial. Sehr spezial, pensa-t-il tout haut, la main sur le levier de vitesse du poste de pilotage. Et il klaxonna 3 fois en quittant l'aire de repos. Le mercredi 21 décembre, ne sera pas le jour de Charles Pasqua, le héros bien malgré lui de la future opération d'ératisation. La journée n'avait pourtant pas trop mal démarré pour notre jeune routier aux dents longues. Il s'était réveillé en chantonnant, ou plutôt en essayant de reproduire, comme il pouvait un air entendu la veille à la télévision, dans une publicité pour une voiture qu'il s'achèterait un jour. Ensuite il s'était délecté de plusieurs croissants au beurre frais, qu'il avait tartinés de beurre justement, de micelle, puis de Nutella, le tout trempé dans son bol de Bennepo, un vrai délice. Il s'était lavé, rasé, parfumé de partout, pchit, même sur la toison pubienne. Il s'était habillé pour sortir, tel un king en hiver. Et il s'était rendu jusqu'à la boîte postale 1022, un long trajet à travers la grande banlieue, pour y prendre l'enveloppe capitonnée qui lui était destinée, avec les clés du 10 rue Charles Pasqua dedans. Sur le retour, il s'arrêta chez Charles Pasqua, un bon dealer qu'il connaissait dans le quartier, et qu'il n'avait pas salué depuis longtemps. Il lui acheta un gramme de bonne cocaïne, de là tu m'en diras des nouvelles destinées à être aspirées bruyamment, par le nez dans le courant de l'après-midi, tout en visionnant pour la 63e fois Scarface. Un petit plaisir qu'il s'octroya, rien que pour lui. Lui, qu'on appellera bientôt Charles Pasqua Montana. Il conduisait pour retourner chez lui, donc. Retrouver son chez-soi, sa petite séance de narco-ciné sur écran géant, se détendre un brin avant d'aller récupérer dans la soirée, les cartons, puis s'envoler vers l'Eldorado. Il n'était même pas impatient, juste détendu. Il rêvassait au volant. Il était assez satisfait en fait. La Lestravia semblait lui faire enfin confiance, il était enfin actif au sein de l'organisation, ce n'était plus un vulgaire routier désormais, il passait de l'autre côté, il trouvait enfin une place, une fonction, des galons. Tout ça il le ressentait, puisque ça ne lui avait été clairement formulé. Mais il était volontaire, il voulait en être, de si belles histoires circulaient sur l'organisation, et il désirait par-dessus tout rentrer dans la légende. Bien sûr, ce qui ternissait en ce moment, son projet d'idylle avec la pègre, ça avait été ces flics qui lui avaient mis le grappin dessus, pour des bidouilles. Puis ça s'était corsé, d'autres flics, belges hollandais, les deux peut-être, avaient commencé par le menacer, tôle ferme et tout ce qui s'ensuit, puis de home cinéma, TF1 lancage non-stop à fond dans les oreilles, sans pouvoir s'échapper. Il leur a dit pourtant qu'il n'était rien, même pas un pion actif dans leur opaque processus criminel, simplement un élément conscient de ce qui se tramait. Il leur a dit qu'il ne serait pas utile, qu'ils arrêtent de s'acharner ainsi, il le leur a dit putain. Mais il ne l'avait pas lâché, pas d'une semelle, et il s'était montré particulièrement persuasif en actionnant parcimonieusement, là-haut, le mécanisme de l'avalanche d'emmerde qui menaçait de l'ensevelir. Si bien que pour s'en sortir, il avait dû coopérer, leur donner un os à ronger. L'annonce de cette livraison avait donc été une aubaine. Elle lui avait été présentée comme une marque de confiance, une invitation à faire ses preuves, il remplaçait Charles Pasqua, un agent défaillant, à lui de ne pas les décevoir. Aussitôt, il avertit la flicaille qui lui collait au train, c'est-à-dire Charles Pasqua et Charles Pasqua, à propos de l'échange suspect. Charles Pasqua lui garantit que son nom ne serait pas évoqué dans l'affaire, il ne sera pas mouillé. Charles Pasqua, lui, toujours en retrait à faire la tronche, se contenta d'acquiescer en silence. Il faut dire que Charles Pasqua n'aimait pas s'entendre parler dans sa langue maternelle, il trouvait sa phonétique abominable, il en avait honte. C'est pourquoi il s'exprimait le plus souvent en anglais, dans le cadre d'affaires se déroulant à l'étranger, pour un service à vocation internationale. Le reste du temps il utilisait cette langue au nid le moins souvent possible.
Ce n'est qu'une fois arrivé chez lui, après qu'il eut jeté l'enveloppe sur sa table basse en verre, qu'il se fut déchaussé, à l'aise sans chaussettes, et qu'il eut voulu ouvrir son pochon de C, que le grand contempteur omniscient qui nous observe tous, commença à penser que ce ne serait vraiment pas le jour de Charles Pasqua aujourd'hui. Dès les premiers plans du film, une envie de renifle le tenailla vivement. Mais il n'arrivait pas à faire éclore le sachet à main nue, il était plus que scellé, son contenu comprimé, et la forçat par lequel il était fermé avait été brûlée, elle formait comme un cachet de plastique noir à son extrémité. Au prix où il vendait le gramme, son dealer aurait pu investir dans des sachets zippés, imprimés d'un petit logo sympa, au lieu de tailler les siens dans les sacs plastiques recyclés de chez Leclerc. C'était du sur-mesure certes, mais quand bien même, il pourrait faire un effort. Il entreprit donc de l'ouvrir avec les dents, pressé qu'il était par l'appel de la poudre, tout en gardant son œil de cinéphage bien allumé sur Scarface. Et là, parce que ce satané cochon résistait encore, il tira trop fort, et le sachet se déchira, et il neigea sur le tapis. Il jura, bondieur du canapé, heurta la table basse et fit tomber un long verre à vin de chez Ikea, saloperie, qui se brisa en tombant sur le coin de la table, et il grêla sur le tapis à poils longs. Sans transition, un connard dans le film le fit sursauter en criant à tue-tête. Enfin il ne criait pas, c'était seulement le pouce de la main gauche de Charles Pasqua, qui était resté crispé sur le bouton plus du son de la télécommande pendant tout ce temps. Il pensa seulement à la lâcher, quand son pied nu retomba se déchirer sur un éclat de verre, à la suite du pas de danse qu'il venait d'inventer. Il hurla de douleur. En touchant le sol, la télécommande vomit deux piles Duracell, qui roulèrent se réfugier en direction de la centrale nucléaire la plus proche. Du sang se répandait maintenant sur le tapis à poils longs. Il extirpa un gros morceau de verre de son pied, la plaie semblait profonde. Il claudiqua vers la salle de bain pour se désinfecter et se faire un pansement. Son calvaire n'était pourtant pas fini, en revenant peu après au salon, le balai et la pelle de nettoyage en main, il glissa de son pied bandé sur l'une des piles à A, qui apparemment avait fait une halte en plein milieu du chemin. En une fraction de seconde, Charles Pasqua se retrouva à terre, une chute pas glorieuse, ni spectaculaire, toute vilaine, sans panache, et le manche à balai se logea à travers l'imposant écran plat Sony, la gueule de Charles Pasqua Montana figée en étoile pour l'éternité. La séance de narcociné venait de prendre fin. Comme crucifié à la croisée des chemins de son existence, Charles Pasqua hésita, finir la télévision de son pied valide, trop risqué. Devenir fou, zinzin, maboule, trop compliqué. Inspecter le fond du pochon éventré pour y grappiller un peu de poudre encore piégée, trop bonne idée. Bien sûr il n'y restait plus rien, à part peut-être un microfilm de vitesse grasse collé au plastique. Il lécha le tout sans distinction, de quoi s'anesthésier très légèrement les gencives. C'était toujours ça de gagner, mais ça ne lui suffit pas. Et puis Scarface, immobile sur l'écran, lui faisait de la peine avec son trou de balai de cyclope au beau milieu du front. Pour se consoler, il s'évertua alors à rassembler ce qu'il put de coco sur le tapis. Pas lourd. Il s'en fit une trace sur la table qu'il inhala dans un accès de fureur nasale. Aussitôt, il sentit ses sinus se déchirer, une vive douleur, un voile blanc, et bien entendu il saigna tout de suite du nez, car en plus des grains de poussière, des poils, des acariens et des peaux mortes, il aspira d'infimes particules du verre brisé. La face à moitié paralysée, il s'allongea tant bien de mal sur le canapé. Et, pour couronner cette débâcle d'un bonnet d'âne en carton, il s'aperçut que quelques gouttes d'hémoglobine décoraient à présent la belle chemise blanche du King de l'hiver. Non mais, quelle chérie! Au bout d'une heure, il émergea du canapé, tel un Nosferatu pas frais d'une huître échouée sur la grève. Il aperçut l'enveloppe sur la table basse, il pensa au colis qu'il devait livrer, et l'ouvrit. À l'intérieur, pas de clé, mais un mousqueton porte-clés, un briquet et quelques pièces de monnaie. Qu'est-ce que c'était que ce canular? Il regarda au fond de l'enveloppe capitonnée. Rien. Pas la moindre clé. Bah merde, alors. Il demeurait prostré ainsi un long moment, les sinus encapillotés et le pied douloureux, assez forcé de comprendre, le regard perdu dans le fiasco alentour. Il ne pouvait plus joindre son mystérieux agent de liaison pour l'informer de la situation, le lien était mort. Et il ne préférait pas prévenir son superviseur qui, de toute façon, n'était pas dans la confidence. Pour cette opération il prenait les ordres directement d'en haut, pas d'intermédiaire. Il se dit, soit il s'agit d'une erreur de leur part, une bien grossière erreur, d'ailleurs, il serait donc maladroit de le leur reprocher, et puis par quel biais les alertés sans créer un raffut malvenu dans l'organisation? Soit, comme il le pensait fortement, il ne s'agissait pas d'une erreur, mais au contraire d'un test qu'on lui faisait subir. Alors il allait surmonter cette épreuve avec brio, et déployer toute sa débrouillardise et son sang-froid, leur montrer qu'il pouvait lui faire confiance, il n'était pas homme à faire des vagues. Il livrera les colis comme convenu, comme si de rien n'était. En grand seigneur, rien de compliqué, juste une serrure à forcer au sésame. Un peu plus tard en branchant le grille-pain-seb, Charles Pasqua provoqua un court-circuit, puis un début d'incendie dans la télévision, embrasa bientôt le manche à balai planté dans l'écran plat, Scarface resta stoïque quand les flammes le dévorèrent. Ce n'était vraiment pas le jour de Charles Pasqua. Non, le jour de Charles Pasqua arrivera bien assez vite, dans 3 jours exactement, celui de sa propre mort, le 24 décembre au soir, un peu avant minuit.
Déguisé en Père Noël, il sortira pour fumer une cigarette dehors, sous le perron de chez sa sœur où ils réveilleront. Sa petite nièce le trouvera un peu plus tard, agonisant dans son sang, mais elle attendra un peu avant d'appeler au secours. Le cadeau qu'il venait de lui offrir était vraiment trop nul. Saigné à l'arme blanche, 2 trous chirurgicaux, presque mort sur le coup. Le grand contenteur derrière son journal aura alors cette pensée fugace: un Père Noël qui meurt, c'est un parasite en moins pour la société. L'enquête ne donna rien. Personne jamais ne sut qui l'avait tué. L'Astravia. Ma lecture de ce texte est finie. Tu as quelques secondes pour revenir au sommaire, sinon j'entamerai la lecture du texte suivant. Qui paiera pour Gérard? Par Dourax Merdiakov. La route défilait, le long du fleuve gris et morne, s'écartant des berges pour traverser d'insipides bourgades endormies. Je roulais vite sans m'en rendre compte, énervé par les événements de la soirée. Je rentrais chez moi. J'avais promis de passer toute la journée du lendemain chez mon beau-frère, à cloisonner les chambres des gosses. Puis ce serait lundi. J'ai jeté un coup d'œil à la jauge d'essence, et tourné à droite pour faire le plein à la station. Un autre véhicule venait de s'y garer. Je me suis rangé de l'autre côté de la pompe, et j'ai reconnu Charles Pasqua, sortant de sa berline. Drôle de soirée, hein? M'a lancé Charles Pasqua. Sale soirée, j'ai répondu. Je suis arrivé légèrement en retard au restaurant, et mes anciens amis du lycée avaient tous déjà commandé. On m'a retrouvé une place sous une pile de manteaux, et j'ai prié pour qu'un serveur daigne répondre à mes appels avant la fin de la soirée. Une douzaine de personnes. La plupart d'entre nous ne s'étaient pas vus depuis des années. Comme j'arrivais, on m'a demandé ce que je devenais, j'ai répondu sommairement et renvoyé la question par politesse, puis notre coin de table a rejoint la conversation principale, laquelle portait, inévitablement, sur les enfants, l'école, l'éducation. Dieu merci, quelques verres se vidaient et se remplissaient, on pouvait espérer mieux. Les mômes, c'est des mômes, bordel. Ça chie, puis ça se bat ou ça minaude, puis il leur pousse des poils et ça devient comme vous. Et l'école, ça sert à les surveiller pendant que vous produisez du PIB. Fatalement, ils s'y emmerdent, alors ils font des conneries, ou ils deviennent dépressifs. D'autant plus qu'ils ne veulent pas devenir comme vous. Comme si vous en aviez envie, vous, à leur âge. Ensuite, on a parlé boulot, fatalement. La plupart étaient cadres dans des entreprises du tertiaire, quelques-uns fonctionnaires, quelques autres indépendants. Mais, à part pour Nathalie qui était médecin, un agriculteur du néolithique, aurais-tu bien du mal à comprendre en quoi consistaient leurs différents métiers. Et Gérard était chômeur de longue durée. Je le croisais de temps en temps, je savais que ça n'allait pas fort pour lui. Pour l'heure, il ne disait pas grand-chose, faisait semblant de s'intéresser à la conversation, avait l'air de regretter d'être venu, et d'attendre la fin du supplice. Avec Joël, j'étais probablement le seul au courant pour le traumatisme crânien, dont les séquelles avaient empilé ses études d'ingénieur. Il n'aimait pas en parler. Il détestait qu'on en parle. Il détestait de plus en plus de choses, je crois. Il détestait qu'on se croise de temps en temps, par exemple. Il avait été un étudiant brillant, très brillant. Puis la mémoire et la concentration avaient disparu, d'un seul coup. Pendant les séances de laboratoire, les instruments lui tombaient des mains. C'est plus tard que j'ai su pour l'accident de vélo, les journées d'hôpital, les séquelles. Il me disait, j'ai encore trop picolé hier soir. Mais je crois que c'est quand Joël l'a quitté, 6 mois plus tard, après les examens, qu'il s'est mis à boire. Cette année-là, on les a ratés tous les deux, les examens, mais moi je me suis réinscrit en septembre et, malgré ma médiocrité, j'ai fini par obtenir le diplôme. Quand j'ai signé mon premier contrat, il cherchait déjà de l'emploi depuis 1 an et demi, avec juste son baquet, de plus en plus, un air de chien errant. Je produisais du PID, il était chômeur, et il détestait me croiser. Ça se voyait dans ses yeux. Il croyait peut-être que j'avais pitié. Et j'avais pitié, bordel. Quand on avait fini de parler boulot, on était bien lancé sur le vin, et plus, très guindé. Les uns ont parlé football, les autres politique. Et Geneviève traitait tout le monde de connard, pendant que son mari, que personne ne connaissait, et ne voulait connaître, reluqua une paire de libards à la table d'à côté. On attendait beaucoup de Ribéry, ou du nouveau président de la République. Pour Charles Pasqua, c'était le nouveau président. Gérard n'attendait pas grand-chose de qui que ce soit, mais il fallait le lire dans ses yeux, parce qu'il fermait sa gueule et s'enfilait des vers sans trop avoir l'air d'écouter le flot de conneries. Au fait, Gérard, tu cherches toujours? A soudain lâché Charles Pasqua à son intention. Parce que je connais des patrons qui cherchent des gens motivés et qui ne trouvent personne. Ils sont prêts à former les gens, si ça t'intéresse. Gérard a mis quelques instants avant de relever la tête, comme si les mots lui parvenaient à travers un épais brouillard, qu'il y avait un décalage de quelques secondes. Pourquoi pas? Je te donnerai mon numéro. Il avait répondu d'une voix égale, d'un air totalement incrédule, et plutôt sur la défensive. Avec un haussement d'épaule, léger. Ayant tout de même vaguement suivi la conversation, il savait que la proposition de Charles Pasqua n'arrivait sur le tapis qu'en tant qu'argument pour celui-ci dans sa discussion avec Jean-Pierre sur les radiations de Pôle emploi. L'important était de souligner qu'il y avait des millions de feignants à foutre au travail à coups de pied au cul, et que le nouveau président n'avait été élu que pour ça. Pas compliqué, bordel.
et Charles Pasqua n'allait pas lâcher le morceau. T'as pas l'air emballé. Tu cherches donc pas, au juste? Il y a eu un silence. Soudain toute l'attention était tournée vers eux. Le cas de Gérard intriguait pas mal de monde, en fait, je m'en rendais compte. J'ai su que tout ça allait mal finir. Personnellement, je savais que la réponse à la question de Charles Pasqua était que Gérard cherchait dans le n'importe quoi qui n'existe pas, celui où on accepte les chômeurs de longue durée, sans diplôme, sans allure, et qu'il ne faut pas observer plus de quelques secondes pour comprendre que ça ne tourne pas rond dans leur tête, cas social, dit-on. Mais Gérard, pour tout l'or du monde, n'aurait jamais répondu tout ça. Ni en aparté, ni à une table de restaurant, ni face à un peloton d'exécution. Et ceux qui ne peuvent pas comprendre pourquoi, ceux-là, oui, sont d'authentiques merdes humaines. Dans ton cul, connard. Et Gérard a porté son verre à ses lèvres. Je n'aurais pas pu dire s'il regardait Charles Pasqua, le mio derrière lui, le verre dans sa main, le cake long à fondu devant lui, les bougies sur le gâteau à la table d'à côté, joyeux anniversaire, Kevin, ou rien. Charles Pasqua s'est retourné vers Jean-Pierre. Bref, qu'est-ce que je disais? C'est là que c'est devenu violent, apocalyptique. Gérard s'est penché en avant pour agripper Charles Pasqua par la cravate, et l'a tiré à lui par-dessus la table. À mi-chemin, la cravate a cédé. Charles Pasqua s'est vautré sur la table, puis s'est rassis. Déséquilibré, Gérard est reparti en arrière, sa chaise basculant sous lui, et il a continué sa roulade jusqu'au milieu de la salle où il s'est retrouvé étendu sur le ventre. Pauvre con. A dit Charles Pasqua, d'une voix forte mais calme, et l'air très digne malgré son étrange nœud papillon. Le silence avait envahi le restaurant. On était gêné, on était goguenard, on était consterné, on avait pitié. Gérard se relevait péniblement, l'air plutôt ahuri. Et Charles Pasqua a rajouté une banderille. Pauvre merde. J'aimerais pouvoir vous dire qu'alors Gérard s'est retrouvé avec un lance-flamme dans la main, ou qu'il s'est emparé d'une bouteille et l'a brisée contre un bord de table pour s'en faire une arme, ou qu'il est sorti dignement. Mais la vérité, c'est qu'il avait l'air d'un homme qui essaie de ne pas pleurer. Et Charles Pasqua a donné le coup de grâce. Pauvre assisté de merde. Gérard a ramassé son manteau, la tête basse, et s'est jeté vers la sortie en boitant. Une fois la porte refermée, la rumeur des conversations a repris progressivement, sauf à notre table. Finalement, Geneviève a demandé, d'une voix d'ivrogne. Qui paierait pour Gérard? Et alors, tous, sans répondre à cette dernière question, se sont empressés de donner leur opinion sur les événements. La plupart estimaient que Charles Pasqua avait exagéré. Certains le lui firent remarquer. La vaste majorité se désolait de ce que Gérard était devenu. La pitié. J'étais livide. Je sentais monter une terreur indéterminée, à peine consciente, mais capable un jour de tout emporter. Foutez-moi la paix avec votre déluge de moraline, Conclut Charles Pasqua. quand je pense que j'ai juste voulu l'aider. Il y a eu un bruit de freinage à l'extérieur du restaurant, du côté de la Nationale. Puis des cris en bulgare, en turc, en roumain, Dieu sait quoi. Et ensuite des cris d'horreur et de dégoût, en français. Au fait, Charles Pasqua. Oui, J'ai contourné la pompe. Un camion passait sur la route, quasi déserte. Enfoiré de camionneur arménien, je dis, en montrant le poids lourd. Il s'est retourné pour regarder, étonné. mais non, celui-là c'est un Hollandais. Mon poing est parti pendant qu'il ramenait son regard vers moi. Sa phrase ne s'est pas arrêtée net. Elle s'est éteinte progressivement, modulée par la surprise et l'étourdissement. Il s'est retrouvé assis au sol, le dos contre la portière de sa voiture. Je lui avais mis tout ce que je pouvais donner. Mon genou est parti et je lui ai éclaté le nez. J'ai ramassé le pistolet à essence, et je lui ai offert une rasade d'octane 98 dans les yeux. Puis je l'ai aspergé des pieds à la tête. Au fait, Charles Pasqua, je vais aller chez toi. Je vais violer ta femme devant tes gosses. Ma moraline bien chaude dans le fond de ta femme. Puis je vais égorger tes gosses devant ta femme. Puis je vais l'étrangler. Juste parce que j'en ai envie, surhomme. J'ai reculé, et j'ai lancé mon briquet. L'embrasement quasi instantané du carburant a produit un son extraordinaire. Ça n'a duré qu'une fraction de seconde, mais j'en garde un souvenir impérissable, comme d'un fugace aperçu de pureté originelle et, quand j'y pense, j'envie presque Charles Pasqua de s'être retrouvé au cœur de la beauté de ce son. J'étais encore trop près. La chaleur m'a brûlé le visage et ma manche s'est enflammée. J'ai à peine eu le temps de retirer mes vestes, mais avec assez de présence d'esprit pour ne pas l'abandonner totalement aux flammes et aux enquêteurs. Il gueulait d'une drôle de manière, comme si l'air du brasier se refusait à colporter sa voix, voulait l'engloutir elle aussi. Puis, très vite, il a tout simplement manqué d'air. Et les flammes lui entraient dans la bouche, je les devinais cheminant jusqu'au poumon à chaque tentative désespérée d'inspiration. La douleur de sa consomption semblait l'empêcher de réaliser qu'il étouffait. Mais quelle pensée s'agitait derrière ses yeux fondus, quel avant-goût de l'enfer ses nerfs optiques ont-ils propagé une dernière fois? Il s'est roulé 30 secondes sur le sol de béton, vaine tentative de s'éteindre, puis ses mouvements sont devenus nets, ceux d'une masse de douleur encore énervée. Après 2 minutes, il ne bougeait plus. Il était plus que temps de quitter les lieux. J'ai ramassé mes vestes à demi calcinées, puis je suis rentré chez moi. Je ne savais pas où il habitait. Sa femme devait être moche. Ses enfants méritaient leur vie de larve.
et je devais cloisonner chez mon beau-frère le lendemain matin, puis ce serait lundi. Je ne sais pas comment il est possible que les flics ne soient jamais venus sonner à la porte. Je croyais toutes les stations équipées de caméras. Je croyais qu'ils retrouvent votre ADN et vos empreintes. Je croyais que des lois régissent tout ça, que les causes et les effets s'enchaînent, que la mécanique vous broie. Mais c'était il y a 10 ans maintenant. Tout va bien pour moi. Je bosse toujours dans l'électronique et, quand je bois trop un samedi soir, Joël se refuse à moi jusqu'au samedi suivant. Je suis abonné à des sites porno, et je passe des soirées à exprimer des opinions politiques extrêmes sur un blog que personne ne lit. Pour le moment, nos mômes chient sans problème, mais je crois qu'ils déprimeront à l'école quand même. Je suppose qu'ils leur poussent déjà du poil. J'achète des livres sur les cathares, qui réprouvaient la procréation, et sur Robespierre, qui ne s'intéressait pas à ces choses-là. Et des livres sur 14, 18. Mais, au fond, je m'en fous. Tout va bien pour moi. Certains soirs, tout de même, je repense à cet instantané d'éternité, à ce bref jaillissement de fin du monde. Je me pince la joue, qui fut léchée par les flammes, je me caresse l'oreille, encore frémissante du son de l'embrasement, et je sens monter la terreur. Ma lecture de ce texte est finie. Tu as quelques secondes pour revenir au sommaire, sinon j'entamerai la lecture du texte suivant. Sur la route avec Charles Pasqua. Par les monnaies, les routes américaines tracent large et droite. Tu pourrais faire une sieste au volant, que tu serais encore en train de rouler dessus. D'autant que leurs bagnoles sont à peu près aussi nerveuses qu'une employée martiniquaise. T'enclenches la vitesse automatique, t'appuies sur l'accélérateur, et t'attends que ça se passe au milieu d'un décor somptueux, qui change toutes les 40 minutes, quand il y a un virage. Charles ne cessait pas de prendre des photos. C'était encore l'époque analogique, il fallait absolument choper des pellicules avec un nombre d'ASA considérable, à cause de la lumière et de je ne sais quoi. Je crois bien que son appareil captait tellement bien les couleurs qu'il en inventait même des qui n'existaient pas. De retour en France, j'ai scotché des clichés de désert sur mon réfrigérateur, le sable était fluo. Y a pas grand chose à dire sur le road trip. On roulait, on plantait la tente ou on louait une chambre dans un motel, on buvait des bières le soir dans des bars, et on repartait le lendemain. Les paysages paraissaient toujours gigantesques et magnifiques, c'étaient les grands espaces, la liberté, ce genre de truc. Une fois on a pris une piste en terre battue, juste pour voir le nuage de poussière que faisait notre Dodge, comme dans les films, sauf que ça doit être encore mieux avec des chevaux ou des bisons. On a traversé la vallée de la mort pour rejoindre Las Vegas. Je me souviens de la caissière d'un bazar où il se vendait tout le nécessaire de survie. On lui a réglé une glacière pour conserver nos bières au frais, et elle nous faisait la morale parce qu'on n'avait pas d'eau. Elle agitait la main au-dessus de sa tête, et affectait des airs soucieux. La vallée de la mort est censée figurer l'endroit le plus chaud au monde, le soleil t'y colle une grosse claque, et t'as l'impression qu'il ne vaut mieux pas tomber en panne. Pour le reste, avec la clim dans la voiture, un ou deux joints de chronique, du son et quelques bières fraîches, on est plutôt facilement venu à bout des forces de l'enfer. Notre plan était de s'offrir un tour en hélico au-dessus du Grand Canyon. Ça coûtait bonbon, mais quand tu gagnes au casino, tu t'en fous de ce genre de considération. Cette histoire d'hélicoptère, c'était la première affiche qu'on avait aperçue en arrivant sur Las Vegas. Tous les Pékins comme nous doivent se précipiter dans les casinos en espérant monter au ciel. Mais il y avait d'autres trucs chouettes à Las Vegas. Il y avait une montagne russe installée sur le toit d'un building. Tu exécutes des boucles en l'air à 150 mètres de hauteur. Si jamais tu gerbes, avec l'amplitude, le contenu de ton estomac doit s'envoler sur un rayon de 50 mètres au moins. Sinon, sur un autre building, un King Kong mécanique escaladait carrément la façade, un habitacle fixé sur son dos. On est bien loin de Céline Dion et des magiciens à la con. En tout cas, c'est à ce qu'on se disait avec Charles. Aux États-Unis, les choses sont simples. Les gens sont simples et les choses sont simples. Mais à Las Vegas, ça m'est paru encore plus simple que simple. Tu viens et tu claques ta thune au casino. C'est tout. C'est comme ça et tout est fait pour que ça soit comme ça. Y compris la montagne russe en haut du building et le King Kong. D'abord, il règne une chaleur étouffante, à toute heure du jour et de la nuit. T'es plombé par une grosse poisse graisseuse et sans merci. Et donc tu rentres dans un casino. Et tu rentres forcément dans un casino. Pourquoi ? Parce qu'à Las Vegas, même les chiottes publiques et les cabines téléphoniques ont été transformées en casino. Tu ne peux aller nulle part, dans aucun bâtiment d'aucune sorte sans rencontrer de machines à sous. On a dormi dans un palace, on a bouffé à volonté, pour des sommes dérisoires parce que les chambres et les restaurants sont aux étages des casinos. T'es plus dans le monde réel, t'es dans le monde des casinos. T'es dans la lumière clignotante et constamment allumée, t'es dans la vidéoprojection, t'es placé en orbite. Il y avait la roulette bien sûr, des jeux de cartes, des jeux de dés, mais la grande incontournable c'était la machine à sous, le bandit manchot. En rangée, par grappe, partout des machines à sous, des centaines, des milliers, des centaines de milliers de machines à sous. Lorsque tu gagnais la machine à sous, tu récupères les pièces dans un réservoir en fer. Les pièces ne tombent pas, elles sont projetées par la machine contre les parois du récipient métallique. Dans un raffut de tous les diables. Le bruit de l'argent. Le bruit des espèces sonnantes et trébuchantes. Un type gagne à l'autre bout de la salle, et tu entends ses pièces teinter.
Ces salauds de machines sont toutes raccordées entre elles, pour cracher à tour de rôle dans tous les coins du casino. Billing, 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 billing. Charles arrivait dans la salle de jeu avec une allure chaloupée, il s'était préparé mentalement, il était remonté à bloc, il savait qu'il était porté par le feu sacré, et qu'il possédait un bon karma. Il était l'exception qui confirme la règle. Il était l'incarnation du rêve américain, le type parti de rien et qui finit par collectionner des décapotables roses bonbons pour y poser le cul de toutes ses conquêtes blondes décolorées. Il était celui qui déclencherait les alarmes, et ferait s'égosiller les sirènes dans la ville, le tueur de machines à sous, le nouveau millionnaire du Nevada. Il était la traînée de poudre, il provoquerait l'explosion. Bref, grâce à son fluide il allait récurer les entrailles du bandit manchot, le vider et ne laisser que de l'air, un vrai braquage, un hold-up sans victime, une chance insolente, le patron de l'établissement sied devant ses caméras de surveillance, qui se ronge les ongles et qui finit par s'arracher les cheveux. Nous n'étions pas venus à Las Vegas pour faire de la figuration. Non. Nous allions entrer dans la légende. Alors nous nous sommes trouvés là, au milieu d'une salle de jeu, l'arrière-train vissé sur un haut fauteuil de bar, dans le brouhaha incandescent du casino, à fixer les combinaisons qui s'affichaient sur le cadran de la machine à sous. Je ne sais pas. Nos putains de machines devaient être trop connes, et n'avaient pas compris que c'est à nous, Charles et moi. Elles n'ont pas réagi comme prévu, elles nous ont juste bouffé notre argent. Voilà, elles ont reporté le rendez-vous avec la fortune à une date ultérieure. On ne doit pas faire confiance à la technologie. Jamais. Las Vegas, cette grosse pute cousue de fil d'or, nous a bien déniaisé. Ce fut un coup vite tiré, une simple histoire de dire. On a joué, on a perdu. En un peu moins d'une heure. Ça s'est passé sans suspens, sans rebondissement, sans rien du tout. On s'est fait refroidir alors qu'on était chaud. On n'a même pas eu le temps de monter le film. Rien, que dalle. Nous avons enfoncé nos pièces, les unes après les autres et elles nous ont toutes abandonnées les unes après les autres. Dans les salles de jeux de Las Vegas, il se balade toujours des hôtesses en barésie. Quand tu es installé devant une machine, avec ton seau de pièces, elles viennent te voir et te demandent si tu désires consommer une boisson. La tournée est offerte par la maison, et tu peux commander et recommander tant que tu veux. À ce moment-là, notre truc à Charles et à moi c'était les margaritas, un mélange de tequila, de glace pilée et de citron vert. En dehors de la bière, on ne buvait que ça. Évidemment, les mecs du casino te feraient des coups à boire, pour que la machine puisse te dépouiller plus facilement. De mon côté, après une demi-douzaine de margaritas, qui, sans doute seraient bien carabinées, je ne parvenais plus à introduire mes pièces dans la fente de la machine à sous. Il devrait prévoir des ouvertures plus larges, ou inventer un système d'entonnoir. Je voyais troubler mon argent se casser la gueule par terre, sur la moquette épaisse à la couleur de sang coagulé du casino. Tant bien que mal, j'ai quand même terminé mon saut, sans jamais rien gagner, et Charles a terminé le sien tout aussi piteusement. On s'est mutuellement photographié histoire de faire les barbeaux et on s'est fait virer. Parce qu'il est strictement interdit de photographier quoi que ce soit, à l'intérieur d'un casino. C'est comme ça. Un des gorilles de l'établissement nous a raccompagnés dans la rue. Et heureusement qu'il était là, car dans notre état, je ne crois pas qu'on aurait pu trouver la sortie tout seul. On est finalement parvenu jusqu'à notre palace en toc. On y a cuvé une margarita et, le lendemain, on a décidé de quitter cette ville de merde. Ma lecture de ce texte est finie. Tu as quelques secondes pour revenir au sommaire, sinon j'entamerai la lecture du texte suivant. 1 indice. Expiation et mise à jour de la semaine sous terre. Par Deep Rifle Night. Avant poteau, du soleil vert par brouetté, du springfest à la brièveté de la vie. Auteur inconnu. Lacérer le délicieux postérieur au globe d'un blanc de neige souffre encore, tandis que l'activité de cette étrange machine, un ordinateur révolutionnaire, nuit et jour, ne stoppe jamais. Les larmes sont faites pour tomber, elles ont été créées pour longer silencieusement les joues de ces gens qui aiment souffrir, et selon notre conception de la littérature, les mots, et uniquement pour cela, ont été inventés pour engendrer les sacro-saintes larmes de crocodile. C'est pourquoi, vous lirez ce texte, extrait du disque dur de l'ordinateur précédemment décrit, comme un nouveau genre littéraire sadomasochiste. Nous produisons et nous vendons des larmes, loin d'être capricieuses, elles vous aideront à pisser à chaudes larmes dans un violon, et cela quotidiennement et systématiquement. Vous deviendrez alors comme le fantôme évanescent de cette garce affligée sur le bûcher, celle-là même qui va subir le sort réservé aux élus de votre trempe. Pour plus de précision lisez le récit suivant. Très bonne lecture à vous chers lecteurs. 1. Première partie, dévotion au comment l'évangéliste Charles Pasqua mit le feu au bûcher. Des visages tuméfiés de douleur devant cette moiteur torride, imaginez tous ces visages, et cette petite garce qui promet tant, et qui ne fait rien. Quelle avilissante promesse étant de vie gâchée pour une nuit sans fin. Obstinément, l'évangéliste Charles Pasqua avait joint les mains. Seigneur, considérez notre affliction et notre amour sans faille pour la déesse. En petite culotte, sur un bûcher de paille et de bois, elle regardait méprisante la horde. Allait-elle brûler tout entière dans cette forêt perdue avant de disparaître? Un abîme s'était creusé entre tous les individus en scène, lorsque les invocations de Charles Pasqua avaient commencé. Dans mon crâne, s'étaient formées des phrases étranges, qui avaient été jetées auparavant, dans mon carnet de Moleskine. Une sibylle en pleurs au pied de la ville sainte.
de la marque cramoisi jaillit l'obscurité. Qui as-tu à pleurer comme ça, réclamant de l'aide à côté du corps froid. Tout au fond du souterrain, je me souviens que son ombre grimaçait, une grimace qui sentait la vengeance à venir, lorsque nous étions venus la chercher, cette déesse aux pieds ornés de colliers. Elle avait le visage couvert de questions, je ne sais plus très bien si ce n'était pas des pustules plutôt. Jadis, elle avait rejoint la confrérie, Charles Pasqua était venu la chercher dans son Austin, jusqu'à la porte de son manoir. Dès le début, on l'avait soupçonné d'être ensorcelé, envoûté par un démon que l'on ne connaissait pas. Et Charles Pasqua et la confrérie n'avaient rien arrangé. On racontait que Charles Pasqua l'avait enfermé dans les galeries de son château pendant une dizaine d'années. Et elle avait survécu. On l'avait ressorti pour notre campagne électorale, il fallait frapper les esprits par un événement surmédiatisé, et notre secte gagnerait ainsi du crédit après cette crémation. En toute logique, elle avait été choisie pour être l'ennemi. Déjà une odeur étrange se répandait autour du bûcher lorsqu'on mit le feu. La horde délimitait le périmètre de sécurité. Nous prions, les yeux baissés, les genoux à terre, pendant qu'on entendait ces hurlements, ces insultes à notre égard. Pauvre femme, elle ne savait pas qu'on la débarrassait à jamais de son humeur noire. On la quitta alors qu'il ne restait de son enveloppe corporelle que des cendres. De retour dans son Austin qu'il avait garé sur le parking de la Vierge, Charles Pasqua mit le contact et démarra au quart de tour. Deuxième partie. Autour de cet ordinateur nouvelle génération, court un éparpillement de fils électriques reliant le réseau central à une pléthore de serveurs tandis que Fleurette, la secrétaire de Charles Pasqua, sous son bureau, pince de ses ongles longs et acérait ses couilles, en arrachant de temps en temps un ou deux poils. La scène se passe sous la sauvage baume des Bocs, ces ruines d'un ancien château, à l'endroit exact d'un souterrain, et nous potassons les faits divers les plus criants de notre époque, parmi lesquels cet attentat virtuel mené contre les sites du gouvernement français. Mais qui peut bien être à l'origine de cet assaut contre le système informatique, sinon un hacker? Baba, nu, et en l'air, à califourchon sur le siège en cuir, pour moi la question ne se pose plus, mes poignets ligotés aux chevilles, alors que le téléphone sonne sans cesse, et tout de suite après tous ces appels masqués mystérieux, une ombre furtive passe. Est-ce Fleurette qui revient avec un accessoire sadomasochiste? Entre mes tempes, revenant à ce schéma mental funèbre, qui s'est construit dans nos têtes bien givrées, je me souviens de ce bûcher au clair de lune. Seule issue pour s'enfuir de ces souvenirs désespérants, enrôler d'autres potentiels assassins dans notre secte, et continuer le massacre. Spécificité de ces sinistres projets. Ils ont tous été conçus dans ces souterrains, et Charles Pasqua en est l'unique initiateur. Fleurette fait monter le siège, le soulève du sol jusqu'à ce que mon cul soit à hauteur de son œil, et tripote une lanière entre mes fesses. Oh, je vois, murmure-t-elle. Elle semble parfois inquiète lorsqu'elle se retourne pour plonger son regard, le long des corridors obscurs. Quelques brouettés de terre boueuse ont été arrachés de leurs entrées jadis obstruées, quand nous nous sommes frayés un passage pour vivre une claustration volontaire et nauséabonde. La police sur les lieux du crime patine dans la semoule de l'enquête, seul indice l'effroyable et délirante volonté des bourreaux à effacer toutes les traces accablantes, à moins que ce soit seulement un piège, se resserrant à mesure qu'on veut percer à jour l'énigme. Les masques ne sont pas près de tomber. À cette époque du récit, notre société de consommation sombre lentement mais sûrement. Des hommes nouveaux, mais est-ce vraiment des hommes, sont pourtant promis un brillant avenir, ils prendront leur revanche quand cette pluie acide mêlée de larmes et de mots, viendra inonder les derniers survivants. En attendant, les guerriers du temple gardent précieusement cette arme redoutable en leur possession, prochainement ils projettent d'infliger à la sacro-sainte et naïve pensée occidentale de sévères défaites. Charles Pasqua qui se tient face à moi, et dont la décomposition est étonnamment développée, reste stoïque à la lecture de ce récit. Ses doigts aux ongles sales se tiennent immobiles au-dessus du clavier de l'ordinateur. J'interprète son silence comme un mécontentement, je pense que Charles Pasqua trouve ce texte trop imaginaire. Pourtant, c'est une bonne description de la situation actuelle et à venir. Dans l'ombre, colporté par de nombreux lecteurs, quelque chose se prépare. Charles, un événement oublié, même dans les archives les plus anciennes où il n'est pas mentionné, c'est bien la création de notre discrète et supérieure communauté qui rampe depuis le fond sans fond du Moyen-Âge. Le passé nous appartient tout comme le présent, et le futur pourrait pourtant nous servir à établir enfin une dictature où nous régnerions en maître absolu. Nous serions des tyrans incontestés. Charles, encore un long silence, avant de me répondre, Oui. et de rajouter. J'ai faim. Troisième partie. La nuit était venue finalement stopper notre méticuleux travail de déconstruction. Aveuglément, ces études littéraires laissaient bien souvent, après leur passage, une image de désolation, ondulant et continuant le massacre sur les pentes du rêve. Le lendemain matin, je descendis à nouveau les escaliers en pierre, qui séparaient le sol vulgaire et commun de notre cachette. C'était peut-être la fin de notre aventure. Les cris, que nous avions entendus au cœur de l'obscurité, provenaient du sommet du donjon abandonné où des agitateurs d'un autre temps avaient été pendus. Tantôt définis, encore harnachés, la sangle malgré les siècles passés, se serrant toujours autour de leur cou.
et la corde comme un tâte, ces spectres admiraient de l'aube au crépuscule, le ciel où il n'y avait que des étoiles noires, accrochés à l'espoir de dégringoler un beau jour sur notre petite planète bleue. D'autres fois, évanescents comme frappés d'une éternelle malédiction, ils se lançaient avec nous sur les traces de Burroughs, notre idole. Une quête vraiment trop burlesque pour tous ces chercheurs clandestins. Et aujourd'hui, je retrouvais Pasqua, toujours penché sur l'étrange ordinateur, avec une femme gisante à ses pieds. C'était Fleurette, notre soubrette sadique, qui avait eu le courage insensé de s'occuper de notre libido pendant des années. L'écriture automatique nous amena bien trop souvent et bien trop loin aux confins de la folie, sur des terres sanglantes. Délirante, cette écriture automatique, lorsqu'on s'enfermait volontairement, dans les dédales sombres et vides du souterrain, alimentait nos démences de façon autonome avant de disparaître instantanément, quand nous devions revenir à la réalité, au-dessus de la surface. En occultant les principes d'une prose spontanée, établie par Jacques Kerouac, nous avons amorcé un nouveau genre littéraire, inspiré de la méthode du cut-up de William Burroughs. Pari gagné ou pari trop ambitieux? Cependant, chers lecteurs, si par malheur, nous n'avons pas réussi à vous arracher ces larmes précieuses, c'est qu'il vous manque sûrement un élément clé. Enveloppé sous le papier craft et caché dans le tiroir d'une commode fermée à double tour, il s'agit d'un carnet de Moleskine, qui contient le détail minutieux de cette semaine sous terre où Charles Pasqua et moi avons macéré dangereusement cette espèce de confusion mentale et underground qui nous poussait inlassablement à arpenter les égouts d'une ville ordinaire. Du fond du réseau souterrain où nous avons, en tant que journalistes gonzo et archéologues improvisés, consigné les nombreuses exactions des taggers néo-réalistes, sont venues ces idées saugrenues contre le syndrome de la page blanche. Mais voulez-vous vraiment savoir ce que nous avons vu réellement? Ma lecture de ce texte est finie. Tu as quelques secondes pour revenir au sommaire, sinon j'entamerai la lecture du texte suivant. Prairie, par lourd de phalange. Charles, je l'aime bien. 15 ans, un bon gars. On l'appelle Prairie entre nous. Son père est berger, et une des 102. Policier. Polonais avec ça. Tenace le gamin. Il y a 2 semaines, la milice l'a attrapé alors qu'il posait des explosifs. Son côté corse. Sur les rails. Passé à tabac, torturé, il n'a rien dit. Une vraie tombe. Ils l'ont cuisiné sur une histoire de compagnie et de commission. Relâché, la gueule en vrac, il nous a dit « Moi, la compagnie, j'y vais juste pour jeter mes bouteilles vides. Les rongeurs, les ronces, je laisse ça aux clitéreux. Il me faut des cabarets, du bruit et des donzelles fraîches. Concernant les commissions, j'ai justement la grosse qui tape au carreau, je vous laisse. » Un sacré numéro. Les Charlies nous pistent depuis 3 semaines. Ils ont chopé l'Américo, le japonais du groupe. Paraît qu'il est emprisonné dans un de ces camps de la mort de la tolérance, un de ces endroits où tu ressors le cerveau lavé. La novlangue infuse à même la caboche. Un homme devient une femme et inversement. On ne dit plus homme ou femme d'ailleurs, on dit non déterminé. Ah. Une Charlie. Et encore, le terme donne lieu à des débats enflammés. Sur Twitter. 100 coups de fouet égalitaristes tous les matins pendant la première semaine de captivité, et ablation des génitoires pour les mélandrins qui s'expriment sans hashtag. Et ceux qui acceptent de changer de sexe, échappent à la corvée de patates bio-véganes. Avant-hier, ils ont voté une loi interdisant la reproduction dite fasciste. Désormais, tout se passe via des capsules à faible pH non discriminatoires et Amazon, qui rachète également les embryons et les fœtus prélevés de façon démocratique. Prairie propose d'intervertir les colis contenant les semences non déterminées, et les commandes Nespré chiottes commerce équitabilisariste. Coulant assuré. Prairie, il broue pas, et sans canaille, trafic des armes, fait dans l'interlope. Mais ça nous évitera de finir comme Rico. Nous n'avons plus le choix. Pas plus tard qu'il y a 2 heures, j'ai bien failli finir au poste. J'ai eu le malheur de tenir la porte à une jeune femme, elle a hurlé et mentionné aux forces de l'ordre que ma galanterie l'oppressait. Heureusement, j'avais encore cet exemplaire du dernier Virginie Despentes dans ma poche. La micro-agression terminée, la dame en question a dû être conduite dans une safe zone, histoire de reprendre ses esprits, et accessoirement la saison 5 de sexe, N de city N de transgender non-binary, against de patriarchy via son Google neurone. Comme dit Prairie, ce n'est pas en rassemblant un borgne et un paralytique qu'on fait un champion de Provence. On pensait rejoindre Charles, l'autre, le grand, bien planqué. Il anime une libre antenne tous les soirs. Sympa mettre au mainstream. M'a soufflé Prairie. Sacré Prairie. On fera de grandes choses ensemble dans le futur, j'en suis convaincu. La milice rôde, je ne peux t'en dire plus. Je t'embrasse, et j'espère que nous pourrons fêter cette année 2137 ensemble, ma tendre Bernie. Ton dévoué Jacques. Je viens de finir la lecture du dernier texte. Tu as quelques secondes pour revenir au sommaire, sinon je conclurai ce numéro. La revue qui te parle a été ravie de te présenter son numéro 1. Hommage à Charles Pasqua. Comme dit en préambule, ce numéro ne traite pas du tout de Charles Pasqua mais d'un sosie homonyme, personnage de fiction, servant exclusivement de fil rouge entre toutes ces belles nouvelles, que j'ai eu la joie de te lire. On s'est posé la question de l'hommage dans nos sociétés occidentales contemporaines en préambule. Son évolution, sa pertinence.
Nous nous sommes bien gardés d'y répondre. Je ne suis pas une revue philosophique, même si j'aurai probablement à nouveau recours à la maïotique en te saturant de doutes et de questionnements à l'avenir. Si les questions évoquées t'interpellent, parle-en avec tes amis. Les amis, c'est fait pour ça. Ce n'est vraiment pas ce qui m'importe. J'espère surtout que tu as apprécié mes lectures, et qu'elles t'ont donné envie d'en savoir plus sur les auteurs de ce numéro en suivant les liens sous le prompteur. N'oublie pas de me partager sur les réseaux sociaux quelles que soient tes motivations. Ne te contente pas de liker ou de ne pas liker. Partage et fais découvrir les auteurs de ce numéro. Fais part de tes commentaires et de tes critiques. Abonne-toi aussi à ma chaîne YouTube. Un nouvel appel à texte sera lancé dans les jours qui suivent. Je sélectionnerai, parmi ceux que je recevrai, les plus en harmonie pour composer mon prochain numéro. Reste à l'affût donc. Tu pourras, si tu le souhaites, proposer un texte en relation avec le thème abordé. Enchanté de t'avoir fait la lecture. À très bientôt.